Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons entamer donc un nouveau cycle consacré à l'histoire d'Alexandre le Grand. Nous allons donc étudier le grand thème de sa postérité, hein, donc son héritage dans l'histoire, dans la culture. Donc là, on n'est plus vraiment dans une thématique chronologique, effectivement. Donc on va commencer donc, par le culte d'Alexandre, les enjeux de sa divinisation ainsi que le problème de son tombeau. Alors, revenons aux origines, hein. Par son père, le roi de Macédoine Philippe II, de la dynastie des Argéades, Alexandre prétend descendre donc, de Théménos d'Argos, hein, donc c'est la ville qui a donné son nom à la dynastie Argéade. Et ce Théménos est, selon la légende, descendant d'Héraclès, donc fils de Zeus. Donc, par sa mère Olympias, de la dynastie des Acides, hein, donc c'est la tribu des Molosses d'Épire, Alexandre prétend descendre de Néoptolème, hein, qui est un fils d'Achille. Et il y a une autre légende d'ailleurs connue dès le règne d'Alexandre, hein, qui dit qu'Olympias ne l'aurait pas conçu avec Philippe, mais avec Zeus lui-même, hein, sous la forme d'un serpent. Alors on sait aussi que Alexandre a été proclamé pharaon d'Égypte à Memphis, donc par les prêtres, hein, égyptiens en 331 avant Jésus-Christ, qui va ensuite se rendre dans l'oasis de Siwa, où il rencontre l'oracle de Zeus Amon, hein, qui le confirme comme descendant direct du dieu Amon. Et la question qui se pose, hein, pour les historiens contemporains, c'est de savoir si Alexandre a véritablement songé à promouvoir un culte impérial, on pourrait mettre des guillemets. Donc voilà, il y a un examen des sources antiques montre qu'il entend se faire honorer donc comme un héros, hein, à l'image d'Héraclès. Et par ailleurs, après la mort de son favori, donc Héphaïstion, survenu en 324, il envoie une ambassade à l'oracle donc d'Amon-Zeus en Égypte, hein, afin de savoir s'il doit honorer son favori d'un culte divin. D'ailleurs, donc l'oracle lui aurait répondu qu'il devait l'honorer, hein, donc comme un héros. Et donc à la demande d'Alexandre, hein, Clément de Nocratis, donc qui était le gouverneur de l'Égypte, hein, va devoir faire élever à Alexandrie des temples en l'honneur du favori, hein, d'Héphaïstion. Alors le culte d'Héphaïstion, on l'a peut-être un peu oublié, mais bon, c'est répandu, y compris dans les cités grecques, hein, sur ordre d'Alexandre, et effectivement surtout à Alexandrie. Et donc à partir de 324, selon certains auteurs antiques, Alexandre aurait voulu être honoré en Grèce, hein, comme dieu invaincu. Et ça, c'est donc conjointement à l'édit sur le retour des bannis dans les cités. Alors, cette décision a eu pas mal d'interprétations. Alors, on sait qu'il y a des cités d'Anatolie, comme Érésos, donc celui de Lesbos, qui ont rendu des honneurs divins, mais c'était déjà le cas avec Philippe II. Donc, Arien, enfin, évoque des théors, hein, donc c'est des ambassadeurs religieux envoyés donc à Babylone auprès d'Alexandre. Mais bon, rien ne prouve qu'Alexandre ait vraiment voulu instaurer un culte impérial, sachant d'ailleurs par rapport aux autochtones, hein, que l'idée d'un roi dieu est sacrilège, hein, aux yeux des Perses. Mais enfin voilà, se pose encore la question de l'interprétation sur sa volonté d'établir un culte héroïque à long terme, et on sait que ce culte héroïque va exister à Alexandrie, dans l'Alexandrie hellénistique, hein, qui amènera d'ailleurs au roman d'Alexandre plus tard. Donc ça, on en reparlera. Alors, voyons maintenant le thème aussi assez médiatisé, on dira, du tombeau d'Alexandre. Donc le corps d'Alexandre, hein, a été momifié à la manière des pharaons, et non incinéré d'ailleurs comme le rite funéraire macédonien. Et donc ce corps va devenir rapidement un enjeu entre les diadoques. Donc visiblement, Perdiccas, qui est fidèle à la dynastie Argéade, on dira, décide dans un premier temps de rapatrier le corps à Égaï, hein, donc l'ancienne capitale de Macédoine, hein, où reposent les ancêtres des Argéades. Et le corps donc, a été placé dans un premier sarcophage, hein, anthropoïde, en or, et enfermé à son tour dans un second cercueil doré. Donc l'ensemble est disposé sur un char, d'apparat. C'est connu par Diodore de Sicile, hein, qui en a fait une description assez précise. Et Ptolémée ne va pas hésiter donc à attaquer la procession funéraire, hein, voilà, pour s'approprier le sarcophage et la momie d'Alexandre pour l'exposer à la dévotion d'abord à Memphis. Alors selon le pseudo-Callisthène, c'est-à-dire en clair les premiers auteurs du roman d'Alexandre, donc on est à Alexandrie, et ce n'est pas donc Callisthène, hein, c'est un pseudo-Callisthène. Le cadavre a ensuite été transporté à Alexandrie vers 280.
dans un coffre de plomb, pardon, par Ptolémée II. Donc celui-ci le place à l'intérieur d'un temple, hein, dans un nouveau sarcophage, lui aussi recouvert d'or. Et on sait aussi que Ptolémée IV fait construire donc un mausolée somptueux qu'on va appeler le Soma, qui est donc le plus connu, on dira, dans lequel il expose la dépouille d'Alexandre. Et selon un auteur latin tardif, hein, Lucain, le monument donc se dresse sur un tumulus et à la forme d'une tour de marbre surmontée d'un dôme pyramidal. Aménagé des petites chapelles destinées à recevoir les corps des souverains lagides. Et l'ensemble est protégé par une enceinte, le Téménos. Donc ça, c'est on va dire, le dernier tombeau d'Alexandre, le plus connu, celui que recherchent d'ailleurs les archéologues en herbe. Donc selon Strabon, hein, dont le témoignage en fait serait le plus fiable par rapport à ce tombeau, donc il a visité Alexandrie. Et d'après lui, donc le monument funéraire se trouve, donc on est là au 1er siècle avant Jésus-Christ, dans la basilique, après des sépultures lagides dont on a parlé. Et Ptolémée IX aurait fait remplacer en 88 avant Jésus-Christ le cercueil d'or par un cercueil de verre ou d'albâtre translucide, car il avait besoin de fonds pour payer ses troupes. Alors voilà, le cadavre embaumé demeure visiblement dans la basilique d'Alexandrie plusieurs centaines d'années et devient un objet de pèlerinage, de visite, hein, et notamment, on verra là aussi, par un grand nombre de dirigeants romains. Alors ça, c'est Suétone qui le dit, hein, mais voilà, Auguste aurait visité le tombeau et retiré un instant le corps du sarcophage pour lui déposer, voilà, en signe de respect, une couronne d'or, hein, sur la tête et le couvrir de fleurs. Ça, c'est un pèlerinage assez connu, un pèlerinage d'Auguste. Alors, il est dit que la manipulation aurait malencontreusement abîmé le nez de la momie. Et Suétone et Dion Cassius rapportent que Caligula, hein, aurait porté la cuirasse d'Alexandre. Alors la dernière visite notable d'un empereur, c'est celle de Caracalla, donc on est en 215 après notre ère, et ce dernier va pas hésiter donc à s'approprier la tunique, la bague et la ceinture du conquérant. Alors, on suppose qu'au IVe siècle de notre ère, le tombeau a subi des actes de vandalisme, hein, dont certains menés par des chrétiens. On sait aussi qu'Alexandrie était frappée par plusieurs séismes et par un tsunami en 365. Et il est possible, hein, bien sûr, que ces événements aient dégradé le monument. Et à partir de ces dates-là, bah voilà, l'emplacement du somma, hein, du tombeau n'est plus connu avec précision. Et bah, depuis, voilà, les historiens, les archéologues plus ou moins amateurs, voilà, malgré de nombreuses recherches, plein de théories, plein d'hypothèses, plein de romans, voilà, ignorent encore de nos jours son emplacement exact. Je n'évoquerai pas ici ces différentes théories. Bon, voilà, on n'est pas vraiment dans l'histoire, on dira. Donc voilà pour ce premier thème. Alors, on peut conclure quand même sur rapidement les auteurs contemporains. Alors, on les a déjà évoqués dans les sources, hein, au tout début donc, du cycle sur Alexandre le Grand. Alors voilà, on sait qu'il, de son vivant, fait en sorte de perpétuer ses hauts faits. Il va s'entourer d'historiographes officiels, hein. Le premier, c'est évidemment Callisthène, ne pas confondre avec le Callisthène. Donc Callisthène qui est le neveu d'Aristote, hein, et qui va rédiger des comptes rendus, voilà, des conquêtes de manière hagiographique, mais jusqu'au vers 328, date à laquelle donc il sera arrêté après la conjuration des pages, et il trouvera la mort en prison. Callisthène est chargé d'envoyer des rapports en Macédoine à la fin de chaque campagne, et voilà, ça devient le propagandiste en chef d'Alexandre, notamment en Macédoine et en Grèce. Et son ouvrage semble avoir été largement consulté donc, dans l'Antiquité, même si son impartialité est bien sûr douteuse. Et donc là, on sait qu'il y a un pseudo-Callisthène qui a rédigé donc, au IIIe siècle de notre ère une vie d'Alexandre, dont s'inspirera plus tard le roman d'Alexandre. Donc parfois on confond pseudo-Callisthène, roman d'Alexandre. Enfin voilà, il, le roman d'Alexandre s'inspire du pseudo-Callisthène. C'est pas lui-même qui a écrit le roman d'Alexandre. Donc les écrits des autres compagnons d'Alexandre, on connaît surtout voilà Ptolémée évidemment, Aristobule, Néarque, Onésicrite. Bah, ces écrits ont tous malheureusement disparu, donc ce qui a pu susciter l'apparition de fables, de légendes que des auteurs tardifs ont repris à leur compte. Alors on sait aussi que l'histoire d'Alexandre, rédigée par Clitarque d'Alexandrie, elle a aussi disparu. Elle contient de nombreuses affabulations, des éléments même surnaturels. Pourtant, voilà, le côté historique ne doit pas être dévalué. Et donc, cette histoire d'Alexandre de Clitarque est à l'origine de ce qu'on appelle la Vulgate d'Alexandre. Vulgate dans le sens commun, hein.
une tradition donc apologétique, voilà, très méliorative avec des légendes, hein. Donc on retrouve notamment chez Diodore de Sicile, hein, au livre 17, et Quinte Curse dans l'histoire d'Alexandre. Donc voilà pour ce premier thème, hein, première partie sur la postérité d'Alexandre. Je vous remercie.